Il est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, riposte sanitaire. Pour les grands titres, le développement, c'est dans un instant. D'abord, cette information, face à la persistance de l'épidémie d'Ebola en Ituri et son extension vers d'autres provinces, le président Félix Tshisekedi a présidé lundi 13 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine la 4e réunion de la Task Force nationale de riposte. À cette occasion, il a nommé le docteur Steve Aouka, manager de terrain, afin de renforcer la coordination des interventions. Selon les chiffres communiqués, l'épidémie totalise près de 1900 cas et 700 décès. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a indiqué que les campagnes de sensibilisation commencent à produire des résultats encourageants. De son côté, le gouvernement américain a renouvelé son appui à la République démocratique du Congo, rappelant avoir mobilisé plus de 600 millions de dollars américains pour soutenir la lutte contre cette maladie virale, identifiée pour la première fois en 1976. Après la confirmation de 4 cas de la maladie à virus Ebola à Kisangani, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, s'est rendu dans le chef-lieu de la province de la Tchopo afin d'évaluer la situation sanitaire et de renforcer le dispositif de surveillance et de riposte. Cette mission vise à coordonner les interventions sur le terrain et à prévenir toute propagation de l'épidémie. Suivez le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Samuel Kamba, dans cet extrait choisi par Gloire Kitoga. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri. Mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Triste nouvelle, un violent incendie s'est déclaré lundi 13 juillet sur l'avenue Albert Kayabou au quartier Nyamulukemba dans la municipalité d'Ibanda, Bukavu, réduisant en cendres plus d'une dizaine de maisons. Selon les premières informations, le sinistre serait parti d'un feu allumé par un enfant avant de se propager rapidement aux habitations. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer dans une ville déjà durement éprouvée par les conséquences de l'insécurité à cause de l'occupation rwandaise et des difficultés socio-économiques. Cette nouvelle catastrophe vient d'aggraver la précarité de plusieurs ménages désormais confrontés à la perte de leur toit et de leurs moyens de subsistance. En santé, parlons de la saison sèche à présent qui est de plus en plus rude cette année à Kinshasa avec des perturbations sur l'environnement et la santé humaine, notamment le paludisme dû à la multiplicité des moustiques ainsi que des infections de respiration aiguës causées par la poussière et à l'amplitude thermique. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes liées à cette saison dans cette période? Pourquoi le corps humain réagit-il et quelles précautions doit-on prendre? Tentative de réponse dans ce reportage signé Israël Nguita. Transition parfaitement connue des Congolais, particulièrement des Quinois, le passage de la saison de pluie à la saison sèche n'est pas sans malheur. Le froid, la poussière libre,
des éléments auxquels se joignent des particules fines qui constituent des principaux réservoirs de maladies saisonnières nécessitant des précautions pour ne pas attraper les paludismes, la toux, la grippe et autres pathologies de la peau. La santé n'a pas de prix. C'est tout à fait normal que nous rencontrons des maladies pendant la période de transition. D'abord dire, nous quittons de la saison de pluie à la saison sèche. Ça veut dire qu'il y a changement de climat, il y a changement de température, il y a plusieurs facteurs environnementaux qui entrent en jeu et ce qui favorise certaines pathologies. Alors, entre autres, nous avons les infections respiratoires. Porter des vêtements adaptés les soirs et tôt le matin parce qu'il fait très froid. Il fait froid et il faut toujours aérer les maisons, limiter l'exposition à la poussière et à la fumée. La saison sèche s'installe et avec elle, de nouvelles habitudes à adopter. Car au-delà du changement des climats, c'est la capacité à anticiper ces risques sanitaires qui déterminera pour beaucoup la qualité de ces prochains mois. Fin de suspense et de doute, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a confirmé le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC, pour un nouveau mandat de 5 ans. Il s'agit de l'une des résolutions majeures adoptées à l'unanimité lors du 4e congrès du parti le 15 mars dernier à Kinshasa. Écoutez les avocats du parti de la OU à l'issue de l'audience et du prononcé. Suivez. Le parti politique FDC a, à travers ses conseils, saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en confirmation des résolutions de son congrès tenu en date du 15 mars 2026. Au cours de ce congrès, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo a été élu à l'unanimité pour un nouveau mandat de 5 ans, président national et autorité morale de l'AFDC. Ainsi, c'est ainsi que nous avons saisi le tribunal de grande instance pour qu'il prenne acte de cette élection. Le tribunal a rendu sa décision, laquelle décision a acquis la force des choses jugées. Nous avons même un certificat de non-appel parce que il n'y a aucune voie de recours qui a été exercée contre la dite décision. Ainsi, à dater de ce jour, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo est reconnu par les instances judiciaires dans une décision définitive comme le président national et autorité morale de l'AFDC. À partir de ce moment, toute personne qui va s'hasarder de poser les actes au nom de l'AFDC, qui va s'hasarder d'agir sous prétexte du président national de l'AFDC, va tomber sous le coup de la rébellion. Parce qu'il y a une décision de justice, comme la loi le dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais, mais exécutée au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À partir de ce moment, le professeur sénateur Bahati Lukwebo a donc une décision de justice qui le réconforte à ses postes. Infrastructure routière en Kinshasa, on en parle dans ce journal. C'est un cri d'alarme qui monte de la municipalité de Kasavubu. L'avenue Gambela, l'une des artères les plus fréquentées de la ville, est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Entre le nid de poule béant, eau stagnante et embouteillage, le calvaire des usagers, des chauffeurs et des commerçants est quotidien. À quand sa réhabilitation? Le constat sur place avec Israël Nguita. Ces spectacles sur la célèbre et historique avenue Gambela est loin de plaire à la vue. Il suffit de s'y aventurer pour se faire victime du délabrement avancé de cette artère traversant plus de 3 communes de Kinshasa. La chaussée se déplace à une succession de nids de poules, d'eau stagnante, engendrant des embouteillages monstres. La circulation et le quotidien des riverains se sont transformés en Corée. Pour le conducteur des taxis, taxibus, véhicules et motards, traverser cette artère relève désormais du parcours du combattant. Les amortisseurs grincent, les pare-chocs frottent et les amortisseurs souffrent. Pour le commerçant et commerçante, la vie et le quotidien tournent grâce aux activités exercées.
tosala bakonzi ya mboka baya kobongisela biso prince avant ebeba makasi mo biso bacommerçant tozala mpe bien po soki ebebi makasi maya toteka ekozala lisusu te. Un appel au secours est lancé en direction de l'hôtel de ville de Kinshasa et le ministère national des infrastructures pour que cessent ces drames sur l'avenue Gambela. Au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, coup d'arrêt pour la réforme constitutionnelle au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a invalidé le texte adopté par l'Assemblée nationale, estimant que la procédure de révision ne respectait pas les exigences de la Constitution en vigueur. Une décision aux conséquences politiques majeures qui relance les débats sur l'avenir de réformes constitutionnelles dans le pays, avec des questions sur l'avenir d'Ousmane Sonko, actuel président du Parlement, à la prochaine présidentielle. Estimant que la procédure ayant conduit à l'adoption de la réforme de la Constitution par l'Assemblée nationale n'était pas conforme à la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel sénégalais a tout rejeté. Dans sa décision, la haute juridiction révèle plusieurs irrégularités procédurales qualifiées de vices substantiels qui entachent le processus législatif. En conséquence, la révision constitutionnelle ne peut entrer en vigueur. Cette réforme, portée par la majorité parlementaire, visait notamment à modifier l'équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Son rejet constitue un revers politique pour les autorités et relance le débat sur les futures réformes institutionnelles au Sénégal. L'opposition salue une décision qui, selon elle, consacre le respect de l'état de droit, tandis que le gouvernement n'a pas encore précisé les suites qu'ils entendent donner à ce dossier. Ce nouvel épisode illustre le rôle central du Conseil constitutionnel dans la préservation de l'ordre constitutionnel sénégalais et rappelle que toute révision de la loi fondamentale est sujette à une certaine procédure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est l'invité d'honneur des célébrations du 14 juillet en France. Une présence hautement symbolique qui illustre le soutien de Paris à Kiev, mais qui confère aussi une dimension particulière à cette édition. Elle pourrait être le dernier défilé de fête nationale présidé par Emmanuel Macron avant la fin de son second mandat. Entre démonstration des forces, diplomatie et héritage politique, le récit de cette journée. Suivez. C'est un 14 juillet à forte portée symbolique que la France célèbre cette année. Sur les Champs-Élysées, le traditionnel défilé militaire à l'occasion de sa fête nationale. L'édition 2026 a plutôt l'allure d'une démonstration diplomatique avec un invité de marque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le chef d'État ukrainien assiste à une cérémonie placée sous le signe du soutien à Kiev et du renforcement de la défense européenne. Des militaires ukrainiens défilent également avec les forces françaises et plusieurs contingents alliés, illustrant ainsi la volonté de Paris de maintenir son engagement face à la guerre en Ukraine. Au-delà du symbole international, cette édition revêt une dimension politique particulière pour Emmanuel Macron. Sauf événement exceptionnel, il s'agit du dernier défilé du 14 juillet de son second quinquennat, une ultime célébration nationale qui intervient à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle française et qui prend des airs de testament diplomatique. À noter que depuis le début de l'invasion russe en 2022, Emmanuel Macron a progressivement durci sa position envers Moscou, multipliant ainsi les initiatives pour soutenir Kiev sur le plan militaire, financier et politique. L'invitation adressée à Volodymyr Zelensky s'inscrit dans cette continuité et envoie un message clair. La France entend rester au premier rang du soutien européen à l'Ukraine. Outre le président ukrainien, plusieurs dirigeants européens et des représentants des pays alliés. Une façon pour Paris de transformer ainsi la fête nationale en une riche tribune politique. C'est une manière d'afficher l'unité occidentale face aux défis sécuritaires du continent, tout en offrant à Emmanuel Macron une dernière image forte sur la scène internationale avant la fin de son mandat. C'est avec ces images nous venues des Champs-Élysées que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations.
de votre sympathique attention. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.